quand le cyberactivisme bascule dans la cybercriminalité. Il y a des gens, ils s'élèvent, ils s'en vont payer téléphone 20 000. Après, ils s'en vont payer unité 200. Donc, quand on calcule lui-même là, il n'a pas mangé dans la journée. Donc, sa vie là, sa vie ne vaut rien. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé là, c'est une vie qui est en sursis. Donc, ta vie même là, peut-être si c'est trop là, c'est 2 000. Tu as payé, tu as sacrifié 20 000 dans le téléphone. Toi-même, tu as payé unité 200. Donc, toute ta vie là, c'est 20 000, c'est 22 200. Toute sa vie, avec tous ses biens sur la terre des hommes, lui-même inclus là-dedans, c'est 22 200. Mais quand tu les vois sur Internet, quand tu les vois en train de menacer les gens, quand tu les vois parler là, c'est comme si c'est eux qui donnent des ordres à Dieu. C'est ceux qu'on appelle les cybercriminels là. Comme les Johnny Pacheco. Comme les Suleiman Babo. Bon, moi je ne sais pas, hein, peut-être que je suis un cybercriminel aussi. Ça sera à vous de déterminer quoi. Voilà. Ça sera à vous de déterminer. De toute façon, la Côte d'Ivoire, à l'instar des nations et des hommes, est soumise au jugement inéluctable de l'histoire. De toute façon, un être humain, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Que tu sois homme, que tu sois pays, la nature nous impose son jugement. Tout ce qu'on fait là, même quand tu penses que tu ne seras pas jugé là, la nature va t'imposer son rythme. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le Coran qui dit que Dieu est le maître du jour du jugement. Maliki Yaoumidin. Et ici, quand vous prenez le mot qui est là, Maliki qui veut dire maître, Yaoumidin. Ici, le mot din ici, est-ce que c'est religion? Non. Au-delà de la religion, c'est tout ce qui est établi comme une coutume, comme une règle. Et chacun de nous s'impose des règles. C'est ce qu'on appelle les habitudes. Les habits qui couvrent notre âme. Ce sont tes habitudes qui vont te tuer. Surtout quand ce sont les mauvaises habitudes, là, c'est ça qui sera à la cause de ta mort. On t'a conseillé, s'il faut cesser voile, tu dis tu ne cesses pas. Ah, un jour là, tu as pris plomb. Donc, quel que soit ce que tu fais là, tu vas avoir les bénéfices et les conséquences. Et ça là, il n'y a rien qui peut empêcher ça. L'an 2011 est la date de notre référence. Depuis, elle avance, trébuche parfois, mais se relève toujours, portée par une ambition qui dépasse les aléas de l'instant. Pourtant, si l'histoire reste un juge impartial, les tribunaux de la conscience contemporaine, eux, sont bien plus instables, fluctuant au gré des vents numériques et des agendas dissimulés. On va prendre ici 2011 comme la date de référence pour juger la montée de la cybercriminalité. Comment des gens qui n'ont plus envie de se confronter à leur propre conscience, qui n'ont plus envie de regarder la réalité, peuvent basculer dans le banditisme numérique et se mettre comme des marchandises à la solde de n'importe qui pour devenir des insulteurs, pour devenir des individus qui perdent leur conscience, qui se déshumanisent et qui mettent la moralité carrément dans les WC. Aujourd'hui, notre nation, fière et résiliente, se retrouve exposée à une nouvelle forme de tempête. Une critique féroce et dévoyée, orchestrée depuis les terres lointaines, où la distance géographique semble conférer une irresponsabilité du verbe et une légèreté des propos. On a traversé plusieurs années, de 2011 pour arriver en 2025. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a des Ivoiriens qui se sont installés à 6 000 km, 12 000 km, 20 000 km de leur terre natale. Mais ils se disent, comme je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je peux lancer des messages pour brûler la Côte d'Ivoire. Je peux lancer des messages parce que je suis loin de la Côte d'Ivoire. Ça fait qu'on ne pourra pas m'arrêter. Et donc cela crée l'irresponsabilité chez moi.
Je parle comme je veux, j'insulte comme je veux, je tombe dans la légèreté de mes propos et de mes actes. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et je m'en fous des conséquences que mes actes auront sur ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ces propos à charge, menés dans l'ombre des écrans et amplifiés par l'écho assourdissant des réseaux sociaux, soulèvent une question fondamentale. Et quand les gens commencent à se comporter de cette façon-là, tout esprit lucide et toute personne qui a encore une petite part de bonne moralité se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que notre avenir n'est pas menacé? Comment préserver l'intégrité et la sérénité institutionnelle face à la montée en puissance d'un cyberactivisme qui souvent, sous le couvert d'un ex-justicier, s'adonne à une entreprise méthodique de déstabilisation? Ceux qui savent observer, on voit les déstabilisateurs prendre des mercenaires avec des armes. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau type de mercenariat qui est né, c'est que ce sont les cyber-mercenaires, les cybercriminels. On utilise leur savoir pour essayer de créer des entreprises pour déstabiliser les pays. La frontière fragile du discours public. C'est vrai que tout le monde a droit de parler en public, mais la parole de tout le monde n'est pas utile en public. Est-ce que beaucoup savent faire la différence entre ces deux marges? Tout le monde peut avoir droit à la parole, mais la parole de tout le monde n'est pas utile en public. Et malheureusement, les réseaux sociaux viennent nous dire que toutes les paroles aujourd'hui peuvent se dire. La critique, lorsqu'elle est fondée, est un moteur essentiel du progrès et de l'intelligence collective. Critiquer là, quand tu fais ça sous la base de la bonne foi, quand tu fais ça pour aider celui que tu critiques et puis tu proposes des solutions, ça là, cette critique là, ça aide même à faire progresser l'intelligence même de notre société. Parce que tout le monde apprend quelque chose de cette critique. Mais lorsqu'elle se mue en diffamation, en insulte, en manipulation, en appel à la haine, elle cesse d'être une force d'amélioration pour devenir une arme de destruction. Mais quand on prend les réseaux sociaux, on paye quelqu'un, on lui dit, va sur commande, il faut aller mentir sur une femme mariée pour dire qu'elle a commis l'adultère. Va, tu vas aller mentir sur quelqu'un pour dire ce qu'il n'a pas fait. Va, tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Va et incite à la haine. Va et incite à la manipulation pour tromper le peuple. Va mentir sur les gens, va insulter les gens. En ce moment donc, ce mercenaire devient une force et une arme de destruction massive. Dans l'ère numérique, qui est la nôtre, où l'information circule à vitesse foudroyante et où la viralité prime sur la véracité, il devient impératif de tracer une frontière claire entre le droit légitime à l'opinion et l'abus manifeste du discours. Aujourd'hui, là, quand tu regardes les vidéos qu'on dit virales, la vidéo a été virale, mais quand tu regardes, c'est l'aspect stupide. C'est tellement stupide que ça devient viral. Tu ne retires rien là-dedans. Tu n'apprends rien là-dedans. Et tout le monde est là. Waouh, c'est viral. C'est viral. Mais il n'y a aucune véracité, il n'y a aucune vérité dedans. Il n'y a aucun élément qui peut te permettre d'élever ton esprit ou mieux ta connaissance. Est-ce qu'il n'est pas temps que chacun d'entre nous s'arrête un peu et se pose la question? Est-ce que, parce que tout le monde a accès aux réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, et on peut devenir star à partir de n'importe quoi, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre ce que je dis, parce que c'est ce que je pense, et ce que je dis, mais en abusant de mon discours? Parce que quand je vais mentir sur quelqu'un, ou bien quand je trompe les gens avec une fausse information, est-ce que ce n'est pas un abus? Mais ces personnes ont toujours des gens pour les écouter. Et vous verrez ces personnes, elles font 200 000 vues, 400 000 vues. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tous ceux qui les suivent
quand tu leur demandes qu'est-ce que vous avez retenu, la vraie réponse, on n'a rien retenu. On n'a que senti des émotions. Tout le monde est à la recherche de la drogue de l'émotion. Comment aller écouter des choses qui ne sont pas intéressantes sur la vie de l'autre. On est tous devenus des croque-morts. On veut qu'on nous étale les défauts des autres, comme si nous étions tous devenus des saints. On veut voir les défauts des autres, les utiliser comme des sujets pour nous satisfaire et pour cacher nous-mêmes nos propres défauts. La Côte d'Ivoire doit répondre à ces attaques avec intelligence et fermeté. Il s'agit d'opposer à cette cabale la force du droit et la clarté du discours, afin de rétablir la vérité et de défendre l'honneur de la nation qui refuse d'être traînée dans la fange de la désinformation. Les pays qui ont accepté de prendre les désinformateurs comme des relais politiques, comme des moyens pour tromper leur propre peuple, malheureusement, la Côte d'Ivoire ne sera pas de ces pays. Nous allons répondre avec fermeté, mais surtout avec beaucoup d'intelligence. Nous allons mettre fin à ces cybermercenaires. Nous allons casser cette dynamique pour que ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à dire, pour relever le niveau intellectuel, pour relever l'esprit des uns et des autres, des gens qui vont venir s'asseoir, quand ils s'asseyent, tu peux passer 10 heures et chaque minute tu apprends quelque chose. Nous allons utiliser cette force du droit pour imposer un discours qui est clair et limpide. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Et nous avons l'honneur de notre nation à défendre. Et on n'acceptera pas que des désinformateurs, des individus qui sont des mercenaires pour quelques billets de banque, puissent salir l'image et l'honneur de la Côte d'Ivoire et donc des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il faut bien se poser une question. Pourquoi les désinformateurs sont si attachés à ternir l'image de la Côte d'Ivoire? Pourquoi un tel acharnement contre la Côte d'Ivoire? C'est une question qui mérite son pesant d'or. D'autres nations, confrontées à des défis similaires, ne subissent pas le même traitement. Ce constat invite à une réflexion plus profonde sur les motivations réelles des cyberactivistes engagés dans cette entreprise de SAP. En réalité, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays du monde. Si vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi la Côte d'Ivoire est tant attaquée aujourd'hui par les cybermercenaires, c'est que vous ne vous auriez pas posé l'une des questions essentielles. En réalité, c'est une entreprise qui est menée par les opposants ivoiriens pour pouvoir venir au pouvoir sur la base du mensonge, mais c'est aussi une jalousie collective des pays qui entourent la Côte d'Ivoire et qui sont jaloux des progrès de la Côte d'Ivoire. Et quand ces deux forces se mettent ensemble, elles vont mener des entreprises de sabotage pour essayer de dénigrer l'image de la Côte d'Ivoire, pour casser la motivation des Ivoiriens et essayer donc de créer dans les esprits toute forme de malheur que les peuples doivent accepter. Parce que la désinformation, c'est pour vous préparer à accepter n'importe quel type de malheur qui va vous arriver. On va l'appeler la guerre numérique. Mais en réalité, c'est de la cybercriminalité. Derrière le paravent d'une prétendue défense de la démocratie et de la liberté d'expression se cache en réalité une mécanique bien huilée où s'entrelacent motivation personnelle, règlement de comptes politiques et intérêts inavoués. Les cyber-militants mercenaires que vous voyez là, quand ils font ces actes-là, quand on les arrête, non, c'est la démocratie. Mais la démocratie ne permet pas le libertinage verbal. Vous m'excuserez du thème. La démocratie ne permet pas la prostitution verbale. Ah oui, c'est ça. Qui est fier que son enfant soit un prostitué ou une prostituée? Pourtant, celui qui pratique la prostitution est maître de son corps. Parce que c'est toujours comme ça. Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est ton corps? De toute façon là, c'est mon corps. Il faut me laisser. C'est ton corps, il faut continuer. Mais tu es en train de salir la conscience de la société. Et il n'y a aucune différence entre ces cyber-prostituées et les poclés. C'est la même chose. Et donc de la même manière, quand on les interpelle pour dire
Cochléa, là, c'est pas bon. Faut cesser. C'est mon corps. Laisse-moi. C'est mon corps. Laisse-moi. Les cyber-mercenaires, quand on les interpelle, et non, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ah, au nom de la démocratie, tu peux tromper les gens pour les amener où? Si on te trompe avec une mauvaise information, tu penses que c'est pour te mettre sur la bonne voie? Non, c'est pour te mettre sur la mauvaise voie. Et donc, derrière cette stratégie qui n'est pas du tout honorable, si par exemple j'ai un compte à régler avec Marius Koudou, il suffit d'aller payer un cyber mercenaire. Je lui dis, voilà tous les mensonges que je veux que tu colles à un homme qui est honorable. Si j'ai un compte à régler avec notre mère Delphine Bougnac, je vais aller là où elle fait ses cours de danse pour aller salir son nom. Et les politiciens, malheureusement, en Côte d'Ivoire, ont compris qu'ils peuvent utiliser ces cybercriminels pour essayer d'atteindre leurs objectifs cachés. Ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire en public. Ils payent ces cybermendiants, ces cyberminables. Et ils viennent leur dire, il faut aller dire ça. Il faut aller dire ça. Là, comme ça, là, on va voir ce que ça va faire. Ah, le buzz là, ça a pris, hein. Le buzz là, ça a pris. Mais est-ce que vous savez le mal que vous faites aux esprits qui ne sont pas formés? Est-ce que vous savez le mal que vous faites aux esprits que vous égarez? Vous n'avez pas pensé à ces conséquences. Parce que vous êtes heureux aujourd'hui de faire ce sale boulot. Mais qui vous a dit qu'il y a un pacte entre vous et la nature et Dieu que vous n'allez pas subir les conséquences? Le cyberactivisme, dans sa forme la plus extrême, devient un instrument au service d'une industrie de déstabilisation alimentée par plusieurs facteurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé le cyberactivisme aujourd'hui en un business de la guerre, en un business de la désinformation, en un business de la déstabilisation des pays. Et comment ils procèdent? On va vous donner quelques éléments. Premier élément qu'on vous donne, une revanche politique déguisée en militantisme numérique, où certains acteurs, anciens acteurs du pouvoir, trouvent dans l'exil une tribune leur permettant de poursuivre leur combat sous une autre forme. Et donc, on va voir des gens qui sont sur la toile, comme les Djenou Pacheco par exemple, parce qu'ils sont loin de leur pays natal, soit disant qu'ils sont en exil, ou bien pour obtenir l'asile politique, ils utilisent le métier de cyber-militant pour essayer de faire des combats et pour atteindre leurs objectifs personnels. Pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est pour pouvoir obtenir des papiers pour rester en Europe. Il y a une deuxième stratégie. Une instrumentalisation par les réseaux étrangers aux intérêts souvent divergents de ceux de la Côte d'Ivoire, exploitant le climat politique et social pour façonner une narration biaisée. Comme dans le cas de Johnny Pacheco par exemple, il a été approché par 2 Russes dans un bar et son salaire de base est 15 millions de francs CFA. Et actuellement, comme je vous l'avais dit, à travers le plan LACTA, il travaille avec les réseaux russes, mais il est sous la direction actuellement des Burkinabés. Et il travaille pour essayer de donner des fausses informations sur le climat politique et social en Côte d'Ivoire, pour essayer de tromper volontairement les Ivoiriens, pour que les gens soient affolés, pour que les esprits soient confondus et confus. Et comme ça, lui, ça va prendre de l'argent avec ça et il s'assoit. Il y a une troisième stratégie, l'émergence d'un business lucratif de la désinformation, où attirer des vues, susciter l'indignation et amplifier la polémique génère une rentabilité financière certaine. Ils sont dans une stratégie de donner des mauvaises informations aux gens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut donc créer les conditions pour choquer les gens. Comme on le dit, plus vous allez choquer, les gens seront indignés et les gens seront impactés. Et donc, on va susciter l'indignation. Et on va maximiser, on va multiplier,
On va faire ça de façon exponentielle pour créer la polémique sur des sujets inutiles qui ne sont même pas basés sur la vérité. Et quand on fait ça, eux vont avoir beaucoup de vues. Non seulement ceux pour qui ils travaillent pour désinformer vont les payer, mais à partir de TikTok, de Facebook, de YouTube, ils vont avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont eu beaucoup de vues. Une autre stratégie, l'impact des nouvelles technologies qui favorisent la propagation incontrôlée des fausses informations et accusations sans fondement, parfois construites de toutes pièces pour manipuler l'opinion. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec plusieurs stratégies comme les trolls, avec plusieurs stratégies, on désinforme les gens, on crée des fausses informations, on accuse les gens sans fondement et on le fait à partir d'éléments imaginés et imaginaires. Mais tout ça là pour manipuler l'opinion publique, pour que quelqu'un puisse être détesté ou bien pour avoir une forme de succès sur la toile. Une autre et dernière stratégie. Dans ce contexte, certaines forces, souvent financées par des intérêts extérieurs, exploitent des tensions internes pour alimenter une perception négative du pays, dans le but de l'affaiblir et d'imposer une lecture tronquée de la réalité. Dans certains cas, il n'y a aucun pays du monde où il n'y a pas de conflit d'intérêts politiques. Ça veut dire, le monde n'est pas fait pour qu'on s'entende tous sur le même sujet. Mais est-ce pour autant qu'on va aller s'associer à des forces négatives pour donner une fausse impression de notre pays, pour que les gens aient une lecture erronée, une lecture trompée, une lecture galvaudée de la réalité sur notre pays? Quand vous regardez aujourd'hui les opposants ivoiriens, ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire, là, si c'était la vérité, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays misérable? Maintenant, quand eux vont venir au pouvoir, est-ce qu'ils vont accepter qu'on continue de dire la même chose? Je ne crois pas. Et donc, quand on vous expose tout ça, quelle riposte face aux insultes et aux diffamations? Qu'est-ce qu'on doit faire contre les cyber-insulteurs, les cyber-diffamateurs, les cyber-mercenaires, les cyber-brigands, les cyber-bandits? Face à cette cabale orchestrée, la Côte d'Ivoire ne peut se permettre de rester passive. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire ne doit pas rester les bras croisés. C'est la plus grosse erreur que nous pourrions commettre. Ne rien faire est l'erreur la plus catastrophique. La réponse doit être ferme, mais surtout stratégique, combinant action diplomatique, recours juridique et maîtrise du narratif national. La Côte d'Ivoire doit lancer, à partir de stratégies bien étudiées, la Côte d'Ivoire doit combiner des actions qui doivent être lancées au plan diplomatique contre ces personnes, des actions de recours en justice contre ces personnes, et surtout, on doit former des communicants et des communicateurs qui maîtrisent le subconscient, ce que j'appelle ici la doxa, ça veut dire la pensée commune du peuple. Des gens qui savent comment parler à qui. On doit former des gens qui peuvent anticiper sur les opinions, qui comprennent la pensée collective du peuple et qui peuvent anticiper en donnant les éléments de langage, les mots qu'il faut utiliser pour que chaque cible qu'on veut atteindre, on puisse leur dire les mots de façon simple. Il ne faut pas rester dans un seul type de communication. Ah ben nous venons de finir le conseil des ministres et voilà les résultats qui en découlent. Bon, moi je n'ai rien compris dedans. Moi à mon niveau c'est assez payant. Moi je veux que vous dites, on était avec le président là, voilà les décisions qu'on a prises. Ah, là quand c'est comme ça, nous on a compris ça. Ah, c'est comme ça, nous on ne comprend pas français. Donc là, on doit parler à chacun en fonction de son niveau de compréhension. Et donc on doit maîtriser le narratif national. La répression aveugle ou la confrontation violente et stérile, la riposte doit s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux, ci-après énumérés. La répression, la violence ou même la confrontation, ce serait faire ce que ces gens-là souhaitent.
ces criminels-là souhaitent. Parce que leur objectif final, c'est de créer les conditions de la violence. C'est de se victimiser. Mais ce qu'on doit créer, voilà 3 stratégies que nous allons donner ici. 1. La passivité de notre diplomatie face aux attaques dirigées contre nos institutions ou nos citoyens est une posture périlleuse. Une nation qui abdique devant la calomnie laisse entendre que son autorité est friable et que sa voix ne porte plus sur la scène internationale. La première chose que nous disons à nos dirigeants, c'est que nous avons acquis de hautes luttes, c'est-à-dire la respectabilité diplomatique que nous avons aujourd'hui à travers le président. Là. Ça doit se maintenir. C'est comme quelqu'un, quand tu deviens riche, là, tu as un défi à relever. Ton défi, là, c'est comment ne plus devenir pauvre. Quand tu as eu un grand nom, tu dois maintenir ce nom-là. Et pour maintenir ce nom-là, notre diplomatie doit se lever pour faire face aux différentes attaques de nos institutions, de nos dirigeants. Parce que se taire et dire qu'il faut tout laisser, c'est une mauvaise jurisprudence que nous sommes en train d'enseigner. Parce que le jour où vous allez vous lever contre un, on va vous dire, mais il y a 10 000 qui avaient fait ça, vous n'avez rien fait. Et ça va s'imposer à vous. Et donc la stratégie du silence, la stratégie de la passivité n'est pas une stratégie payante. Et il faudrait que nos autorités comprennent cela pour une bonne et dernière fois. Deuxième stratégie, la Côte d'Ivoire doit mobiliser des relais internationaux pour faire entendre une autre voix que celle caricaturale véhiculée par les cyberactivistes. La Côte d'Ivoire, l'État a des moyens. Il faut qu'ils quittent dans leur cupidité. Il faut qu'ils utilisent des femmes et des hommes au niveau international pour donner une image vraie de la Côte d'Ivoire. Ils doivent utiliser des stratégies pour le faire. Les dire ici en public, ce ne serait pas vous aider. Et en exemple, il y a de nombreux États qui ont su mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la cybercriminalité orchestrée depuis l'étranger. Ce n'est pas un fait nouveau. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'arrive pas à tirer son épingle du jeu? Là où le Sénégal, par exemple, a su exploiter des accords de coopération judiciaire pour extrader tous les cyberactivistes violents, bandits, qui ont gravement porté atteinte à la sécurité nationale du Sénégal. Le Canada a lui aussi développé des dispositifs qui permettent de sanctionner les abus qui sont commis sur les réseaux sociaux. Surtout quand ces abus-là visent les institutions et les personnalités publiques au Canada. Les gens qui restent au Canada pour dire n'importe quoi. Si la Côte d'Ivoire, si notre diplomatie, et si c'est aussi les cyberactivistes avec les abus qu'ils font, c'est une bénédiction. Parce qu'on devrait mesurer, si notre diplomatie est en bonne santé, on devrait la mesurer, cette diplomatie-là aujourd'hui, avec nos partenaires internationaux. C'est bien beau de dire que notre diplomatie se porte bien, mais ce ne sont que des mots. C'est lorsque nous allons aller pour signer des partenariats, pour sanctionner les mauvaises graines et pour signer des coopérations judiciaires. Si ça marche, ça veut dire que notre diplomatie se porte bien. Si ça ne marche pas, ça veut donc dire que les gens nous font entendre des bons mots, mais dans les actes, ça ne marche pas. On ne peut pas payer un produit sans jamais avoir l'intention de l'utiliser. C'est bien beau. On dit que nous avons une forte responsabilité diplomatique aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a testé ça avec la réalité? Est-ce qu'on a testé ça dans les dispositifs de coopération judiciaire avec les pays? Est-ce qu'on a testé à fond? Voilà, c'est ça. Ce sont ces résultats-là qui vont nous permettre de savoir si notre diplomatie fonctionne et qu'elle est à la hauteur de ce que nous pensons être. La Côte d'Ivoire doit donc s'inspirer de ces modèles pour renforcer son arsenal juridique. Les accords bilatéraux doivent être mis à disposition et à profit pour engager des poursuites contre ceux qui orchestrent des campagnes de diffamation depuis l'étranger. Et puis, on a qu'à s'arrêter un peu. Un grand garçon. Toi, tu t'assois, tu mens. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Bon, quelque part, même là, ta conscience, tu n'as pas honte.
Tu n'as pas honte? Bon, ça là, quand c'est dit là, ça est là. Quand les gens vont prendre après, et puis on découvre que c'est faux là. Mais demain là, tu es qui parmi tes concitoyens? Tu es qui parmi tes semblables? Mais tu es moins qu'un ver de terre. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire doit amplifier une collaboration accrue avec les grandes plateformes numériques comme Facebook, YouTube, Twitter, pour permettre de signaler plus efficacement les contenus diffamatoires et de poursuivre les auteurs. Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas mettre un filtre, tout ce qui comporte des éléments de diffamation? Même si nous, ici, à l'extérieur, on peut voir, mais ça n'a qu'à être impossible de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est déjà important. Et il faut que nos autorités pensent à ça. Nous, nos bouches, là, combien de personnes nous suivent? Ça ne sera pas suffisant. L'État qui a les moyens, là, doit se donner les moyens de filtrer les propos qui rentrent en Côte d'Ivoire. Si les gens n'ont pas accès à tout ça, là, ça va casser le niveau de la violence. Parce que comme je l'ai dit, ce combat-là, ce n'est pas seulement dans la violence. Si les gens ne veulent pas coopérer avec nous à l'international, au travers de la diplomatie, on est nous-mêmes le propre maître de notre cyberespace dans notre pays. On peut bloquer les contenus qui peuvent créer la haine, la division et qui peuvent semer la confusion. Et c'est là qu'il faut mesurer notre souveraineté numérique et renforcer notre système judiciaire. Parce que la Côte d'Ivoire, avec le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, il serait vraiment regrettable que des cyber-menteurs, des cyber-vagabonds puissent avoir raison de la Côte d'Ivoire et du grand travail qui a été déjà fait. La Côte d'Ivoire est attaquée, je vous ai dit. Notre progrès a créé le Mali, Burkina, Niger, tous les pays de l'Afrique là. Les gens tournent dans nos voisins, ce ne sont pas nos voisins. Hein? Les pays, la Ghana, eux tous, ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Tous les pays, sans exception. Ça là, ce qui est dans la vérité là, il faut dire, on va passer. C'est eux tous. C'est un cache. C'est un masque. Leur haine. C'est tout. Et il faut être l'homme le plus inconséquent pour vouloir choisir ses ennemis. Eux nous voient comme une seule cible qu'il faut atteindre. Parce que ce que vous voyez là, s'ils réussissent leur mission là, c'est la Côte d'Ivoire qui va tomber. Et ça va arranger ceux qui se cachaient aussi. On sait pourquoi ils veulent nous attaquer. Et on sait qu'en interne, ceux qui le font, ce sont les opposants qui veulent satisfaire leur boulimie du pouvoir, leur folie du pouvoir, être au pouvoir pour juste être au pouvoir. Mais si on a déjà toutes ces informations, on a les moyens de l'État en main. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fait défaut chez nous? Et je tiens à vous le dire, la riposte ne doit pas être singulière. La riposte ne doit pas être dispersée. Ça doit être une réponse globale qui doit articuler démocratie, droit et communication afin d'assurer une protection efficace contre les assauts numériques. On doit faire un mélange de diplomatie, de droit, de communication et dans tous les sens pour casser la colonne vertébrale de tous les djihadistes de la toile ou de tous les djihadistes numériques. Loin d'un combat purement défensif, il s'agit d'affirmer un principe fondamental. C'est vrai, là où nous sommes aujourd'hui, dans un premier temps, on doit nous protéger des mauvaises informations. Mais c'est notre droit le plus absolu. Nul n'a le droit d'être égaré volontairement par un individu de mauvaise foi. Et donc, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Et c'est basé sur un principe, le respect de la dignité humaine. La liberté d'expression ne saurait être un prétexte pour légitimer la désinformation et les attaques malveillantes contre un État souverain. La liberté d'expression n'est pas le libertinage ou la prostitution de l'expression. Il faudrait que les gens sachent qu'il y a des limites en toutes choses. Ce que tu considères comme acceptable chez toi est un abus
quand cela met en danger la liberté et surtout compromet l'avenir de tes propres concitoyens. Et ce n'est pas juste. Et c'est pour ces principes-là que nous devons donc nous défendre contre ces attaques malveillantes pour ne pas que notre État soit en péril. En adoptant une posture résolument proactive, en s'armant des outils adéquats et en s'inspirant des expériences réussies d'autres nations, la Côte d'Ivoire peut non seulement défendre son image, mais aussi poser les jalons d'une souveraineté numérique robuste. Si nous réussissons ce combat à devenir une nation sur laquelle exemple pourra être pris comme le Sénégal, comme le Canada et comme bien d'autres pays, cela ne pourra que relever davantage l'image de notre pays. Cela ne pourra que réaffirmer davantage notre souveraineté étatique, notre souveraineté numérique, et ça va montrer que nous sommes plus solides que nos ennemis. L'ère de l'impunité numérique est révolue. L'ère de l'impunité numérique est révolue. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être sur la toile pour faire n'importe quoi, votre temps de vache grasse est terminé. Il est temps de redonner à la vérité son droit de citer et de replacer le débat public sous le sceau de l'éthique et de la responsabilité. Il est temps que dans le débat public, ceux qui sont des petits menteurs des partis politiques, on les disqualifie du débat public. Et la chaîne NCI y est pour quelque chose. On ne demande jamais à ceux qui viennent ce que tu as dit, où est la vérité du faux. Et avec ça, on pense qu'on est en train d'animer des débats publics alors qu'on est en train de pervertir la conscience du peuple. On est en train de rendre paresseuses les esprits avec le mensonge. Il faudrait qu'on place le débat politique et la responsabilité humaine sous la signature de la morale et de la responsabilité. Et ça, c'est très important. C'était un texte de notre père Khalilou Koulibaly, doctorant IDBA ingénieur, réinterprété par Éclaireur Pro Vérité.